Nous démarrons à présent notre seconde table ronde de nos deuxièmes assises, et qui va être consacrée à une thématique que nous avons désignée sous le nom de OPERE, Opération de requalification architecturale, environnementale et urbaine. Alors, je vais très rapidement passer la parole à François Pellegrin, mais je voudrais juste rappeler que depuis maintenant 18 mois, le Club de l'amélioration de l'habitat a engagé une démarche d'étude visant à développer un concept innovant d'opération dite de requalification architecturale, environnementale et urbaine, qui se traduisent par une méthode opératoire conduisant à développer ensuite des modèles démonstrateurs. Alors on va entrer dans le détail. Le principe se définit par un programme global de réhabilitation et rénovation d'ensembles immobiliers groupés à l'échelle de quartiers en facilitant une réalisation homogène et mutualisée. Cette approche se construit en 6 actions coordonnées que nous allons passer en revue, mais je crois que j'ai oublié d'abord de présenter les intervenants à la table ronde. Ben oui, hein. Alors ils apparaissent ici et nous les voyons par ordre de photographie. François Pellegrin, architecte urbaniste de l'UNSFA, qui va animer l'essentiel de cette table ronde. Dominique Jouffroy, architecte de patrimoine, également UNSFA. Olivier Elperne, ingénieur des ponts et responsable et patron de la société Villauban qui accompagne le club également depuis un certain nombre d'années. Et moi-même, Jean-Pascal Chérin, délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Donc, François, écoute, je vous passe la parole de manière à ce que vous démarriez et animiez cette table ronde. À vous. Ah, je vois qu'on se vous voit maintenant. Oui, ça peut arriver aussi, François. Ouais, je remercie aussi Caroline Rothman, qui est déléguée de l'animation à la communication du Club de l'amélioration de l'habitat, qui a été très très utile dans la construction des éléments qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, on va déjà, peut-être pour engager le débat, vous expliquer que l'opération, elle se déroule en 6 actions. 6 actions que vous pourrez retrouver, évidemment, page 42 du livre, qui se déclinent de la façon suivante. Je ne sais pas si pour le public, les actions sont affichées. Non ? Alors, la première idée, c'est de changer de maille. C'est de changer de maille, élargir le périmètre. La deuxième idée, c'est de mettre les habitants au cœur du dispositif. C'est pour eux que l'on travaille, c'est pour eux qu'on veut réenchanter les îlots. La troisième dimension, c'est d'inventer ou de réinventer une juste gouvernance. Parce que comment agiter tout ce monde sur un îlot entier avec des copropriétés, des bâtiments publics. Le quatrième élément, qui est un élément aussi très fort, c'est associer le numérique à tout ça, asseoir notre démarche sur du numérique à haute valeur ajoutée. 5e élément, optimiser les synergies. Et puis, le dernier élément, c'est valoriser les innovations pour montrer, constituer les vitrines locales de ces silos réenchantés. Alors, pour nous parler de tout cela, non, c'est moi encore. Pour nous parler de tout cela, on cédera tout à l'heure la parole au préfet. Mais avant cela, 2 choses. Si on veut atteindre des objectifs de massification, eh bien, il faut à la fois conjuguer le quantitatif et le qualitatif. C'est l'objet de notre démarche. Premier constat, réhabiliter ne suffit pas. Il faut requalifier. Il faut requalifier parce que, au-delà de l'économie d'énergie, on l'a vu dans la première partie de l'enquête, ce qui importe les habitants, c'est l'augmentation de leur confort. On pourrait passer la slide suivante. Confort, bien-être, santé, sécurité. Le deuxième constat, c'est que la crise sanitaire a permis à chacun de prendre conscience de l'importance de la qualité de l'habitat et de son environnement. En période de confinement, en période de canicule, avec les notions de télétravail, on a vu combien les logements pouvaient être inadaptés ou modifiés pour être adaptés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette crise sanitaire qui finalement nous a fait gagner 10 ans de réflexion. En 1 an, les habitants, les professionnels ont compris les directions dans lesquelles il serait bien d'aller. Troisième point, c'est que l'échelle de l'îlot est beaucoup plus riche que l'échelle de la parcelle. À l'échelle de l'îlot, on peut embarquer plein de choses. Alors, on va passer à la slide suivante, qui sont affichées, hein, et la liste est sans fin. Économie circulaire, végétalisation, biodiversité, eau pluviale, captation solaire, dédensification, surélévation, accessibilité intergénérationnelle.
plein de choses que l'on ne peut pas embarquer à la parcelle et que l'îlot va nous permettre de faire. Et donc, j'aime qualifier, moi, les architectes, les urbanistes, les paysagistes de médecins de la ville. Ils seront avec les habitants, pour les habitants, avec les élus et évidemment tous les autres professionnels, utiliser cette échelle nouvelle de l'îlot pour apporter des nouvelles façons de collaborer, cesser le travail en silo, déployer l'intelligence collective, mettre en place des moyens partagés et jouer de l'économie d'échelle. Oui, enfin, on a au MIM, on va le faire maintenant, de pas passer la vidéo du préfet Roland-Michel Blaiseau. Oui. On va le faire si tu es d'accord. Tout à fait. Maintenant. Régie, technique. Alors oui, on a là aussi eu la possibilité d'enregistrer le préfet Roland-Michel Blaiseau, directeur de Action Cœur de Ville, qui nous parle en fait de cette vaste opération. Chacun pourra mesurer un peu les convergences d'actions, de pensées qui peuvent nous animer pour aller dans ce sens. Donc, quand vous êtes prêts, régie technique, vous y allez, on envoie la vidéo. Bonjour à tous, très heureux de participer, hélas à distance, aux assises du Club de l'amélioration de l'habitat. Vous savez, le programme national Action Cœur de Ville, il vise à conforter le développement de villes à taille humaine, de villes moyennes, qui exercent un rôle irremplaçable de centralité pour l'ensemble de leur territoire. Nous venons de publier avec les notaires de France le deuxième baromètre de l'immobilier dans ces villes du programme Action Cœur de Ville. Les résultats sont particulièrement encourageants sur deux plans. Le premier, c'est que l'année 2020, qui avait vu une réduction du nombre de ventes au niveau national global, a vu dans les villes moyennes Action Cœur de Ville la progression continuer avec plus 4,5% de ventes par rapport à 2019, qui était déjà une très forte année. Et puis, dans des villes où le marché immobilier était encore un peu détendu, il y avait une incertitude sur la valorisation du bien immobilier et le prix médian a augmenté sur 2 ans de plus 7%. On est à peu près à 1 380 €. C'est très faible quand on compare, bien sûr, à la région parisienne ou aux grandes métropoles. Mais ça veut dire qu'un foyer qui souhaite se loger dans ces villes trouvera un bien qui conservera et qui se valorisera de manière tout à fait raisonnable au fil du temps. Il nous faut considérablement enrichir l'offre de logement sur 2 aspects. Le premier, et c'est vraiment, je dirais, la stratégie mise en place par l'État et ses partenaires que sont la Banque des Territoires, Action Logement et l'ANA, de mettre un coup de booster sur la rénovation. Beaucoup de logements dans nos villes sont vacants, sont dans un état d'insalubrité, sont en très mauvais état. Et nous avons déjà mobilisé les financements pour la rénovation de plus de 52 000 logements. Et puis, il nous faut aussi aller au-delà et répondre aux nouvelles aspirations de nos compatriotes qui souhaitent vivre à la fois dans une ville à taille humaine, mais qui souhaitent avoir leur espace privatif, mais sont conscients qu'il faut aussi peut-être davantage mutualiser les équipements et l'environnement. Et donc, c'est là où je fais appel au Club de l'amélioration de l'habitat, à tous les milieux professionnels et les experts qui sont membres de ce club et qui participent à vos travaux, pour être force de proposition, d'innovation, pour que les types de logements qui concilient à la fois la maison et l'appartement, comme on voit dans d'autres pays européens, puissent venir se développer dans notre pays et concilier à la fois l'envie d'être chez soi et d'avoir aussi une juste proximité, une proximité choisie. C'est effectivement l'objectif du programme national Action Cœur de Ville, d'accompagner les collectivités locales dans une nouvelle stratégie beaucoup plus sobre de l'aménagement urbain. Je vous souhaite à tous des très bons travaux. Monsieur le préfet, merci pour ces informations autour de l'Action Cœur de Ville. Je vous propose maintenant de passer la parole à un autre illustre professionnel bien connu du monde du bâtiment, Pierre-René Lemas, président de France Active, qui est l'auteur d'un récent rapport commandé par les ministres sur la qualité du logement et qui va donc nous livrer ses sentiments sur cette question. L'amélioration de la qualité de l'habitat doit s'inscrire dans une conception qu'on peut qualifier d'holistique du logement et dans une vision qui doit être décentralisée. Ce que nous souhaitions, c'est associer la valeur d'usage pour les habitants et les valeurs de l'architecture au sens large. Notre regard, c'était à la fois dedans, dehors et aux alentours. Alors, il nous a semblé qu'il était temps, après beaucoup d'années,
de changer le regard, de changer de processus pour commencer à transformer notre modèle d'habitat, et que la meilleure manière de le faire, c'était de s'appuyer évidemment d'abord sur les habitants actuels, les habitants futurs, et puis de s'appuyer sur les acteurs locaux. La clé de tout ça, c'est quand même d'une part la décentralisation, parce qu'à la fin des fins, ce sont les collectivités locales, les groupements de communes, les communes qui sont responsables de la qualité de l'habitat. Ça se passe chez eux, ils en sont responsables. Et puis les citoyens, c'est-à-dire l'ensemble des habitants. D'autres termes, ce sont des politiques qui doivent être pilotées au plus près des habitants, plus près de la réalité territoriale. De ce point de vue-là, d'une certaine manière, la qualité doit être considérée comme un élément tout à fait au sens large. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement, pendant 90 jours, les gens n'ont pas pu aller au-delà du kilomètre. Et ce kilomètre, c'est le kilomètre de leur vie quotidienne. C'est le kilomètre du logement, du bâti, de l'habitat et de leur environnement proche. Voilà la clé pour nous. Alors évidemment, ça veut dire que la qualité de l'habitat ne peut se réduire uniquement aux impératifs de la transition énergétique. C'est un sujet parmi d'autres. Il faut aller vers une vision plus large, ou alors considérer que la vision écologique en elle-même est une vision plus large qui doit intégrer les éléments de la qualité du bâti, les éléments de la qualité du logement, c'est-à-dire la qualité du vivre dans le logement, et le faire en prenant en considération tous les éléments de qualité, y compris des éléments qu'on finit par oublier un peu, en matière de confort, en matière d'espace, en matière d'esthétique, en matière d'insertion dans le tissu urbain, et aussi en matière de mixité sociale, une notion qu'on commence, me semble-t-il, à oublier un peu. Et donc notre objectif, en termes de méthode dans le groupe de travail, ça a été de dire qu'il faut que toutes les parties prenantes puissent s'associer, y compris dans le processus de construction, c'est-à-dire évidemment les habitants, les bailleurs sociaux, ceux qui construisent, mais aussi les architectes qui sont au cœur du dispositif et qui doivent le redevenir, les maîtres d'œuvre, parce qu'il y a un objectif de bien-être collectif. Il n'y a pas de différence entre la qualité du point de vue de l'habité et puis la qualité du point de vue de la vie urbaine. Et donc la durabilité, la performance environnementale sont un des éléments, mais on ne doit pas réduire, nous semble-t-il, à cet élément-là l'objectif commun qui doit et qui peut être le nôtre. Merci Monsieur Lemas pour tous ces propos qui collent parfaitement avec notre démarche. On va attaquer maintenant le deuxième volet, associer les habitants, et je cède la parole à Dominique Jouffroy, architecte de patrimoine, membre de l'UNSFA, qui d'ailleurs avait pensé à ces démarches il y a déjà quelques années, puisqu'en 2005, il avait été un peu l'instigateur de ce qu'on appelait la ville meilleure à l'UNSFA, et on n'est pas très loin avec notre opération actuelle de retrouver ces fondamentaux. Pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de requalification urbaine, il paraît incontournable de prendre en compte le bâti existant représentant le patrimoine commun à faire évaluer et l'ensemble des maîtres d'ouvrage atomisés et dispersés qu'il faut convaincre pour favoriser l'émergence de projets collectifs viables. En ce sens, la démarche proposée par Opérae s'appuie sur un programme d'accompagnement collaboratif et interactif en 4 phases. D'abord, le diagnostic partagé, élaboré à l'aide des documents publics existants sur le site, enrichis par les observations des architectes et professionnels et sur la base des témoignages de vie et récits des habitants qui y sont associés, impliqués en assemblée ou en atelier. Puis, le programme d'action mutualisé qui définit les thèmes de réalisation issus du dialogue, de l'analyse de la réalité vécue à l'échelle de l'îlot et des enjeux locaux. Troisième point, le projet validé et financé, traduction spatiale du programme en termes d'aménagement et d'architecture. Il donne lieu à l'établissement d'un chiffrage estimatif global en vue de son financement
et à la désignation d'un tiers de confiance en charge de coordonner, de fédérer les intervenants et de valider les engagements collectifs de la charte Operae. Enfin, les travaux sur l'évaluation. Les programmes de suivi par les architectes et professionnels font l'objet d'observations afin d'analyser les méthodes, les stratégies, les dynamiques, les difficultés pour apporter des réponses évolutives. Les habitants volontaires sont associés à ces travaux sous forme de visites et d'ateliers. Le dispositif Operae se construit donc sur la capacité des personnes à exprimer autour du projet leur point de vue, qu'il soit existentiel, résidentiel, professionnel, culturel, pour participer pleinement aux décisions en fonction de leur implication en responsabilité ou en droit. Le choix des sites opérationnels est déterminant. Il reflète la diversité des tissus bâtis en France. Selon le contexte local, avec les municipalités, pourront être envisagés des concours de motivation d'îlots pour créer une forme d'émulation auprès des habitants. Dans cette perspective, sont prévus 4 types de démonstrateurs représentatifs des tissus bâtis avec mixité d'usage. Densité faible type individuel, moyenne des faubourgs, quartiers fortement densifiés, secteurs patrimoniaux. Associons pleinement les habitants et les acteurs à proximité des réalités du terrain et privilégions les jeux de rôle sur les jeux de pouvoir. Habitants, architectes, bureaux d'études ou géomètres, élus, pros du BTP, artisans, chefs d'entreprise, fournisseurs, fabricants, industriels, tous ensemble, c'est possible si nous sortons de l'isolement individuel pour jouer collectif. Merci bien Dominique. Alors effectivement, jeu de rôle, jeu de pouvoir, je demande à Olivier Alperne de nous dire comment on va s'en sortir. Comment on va s'en sortir avec tout ça? Comment on va réussir à trouver la gouvernance adaptée à cette pluralité d'acteurs? Oui, il est généralement facile de se représenter le lancement d'une opération comme une initiative de la mairie, une consultation menée des populations concernées, un appel d'offres destiné à provoquer la réalisation. Operae a réfléchi assez profondément à la difficulté qui aujourd'hui rencontre ce type de processus et a conclu que la gouvernance à prendre en compte dans une opération était plus complexe puisqu'elle appelle la présence de 4 acteurs. Et je crois que c'est le premier slide, le voilà. Donc on retrouve effectivement les élus et les élus du projet, qu'il s'agisse d'élus municipaux ou d'élus de communauté, mais on va trouver à côté les pilotes du projet qui vont leur prêter, j'ai la caméra devant le slide, qui vont leur prêter main forte. Le public qui était consulté dans la deuxième phase est remplacé dans notre démarche par la maîtrise d'usage. Nous allons revenir un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on va étendre le problème de la conviction, non seulement aux habitants directs de la parcelle ou du quartier à requalifier, mais on va s'intéresser à toute une série de gens qui sont partie prenante là-dedans. Derrière va enfin trouver ce qui existait dans le système avant, les investisseurs publics, puisqu'il y a toujours des pourcentages d'HLM à construire, mais aussi des investisseurs privés. Ça ne change pas. Et on va voir apparaître l'État. Pourquoi l'État? Parce qu'en fait, dès qu'il s'agit d'agir sur une zone un peu large, l'État va donner son empreinte au système parce qu'il va imposer un certain nombre de procédures. Il va intervenir très largement dans le financement des études préalables. Et il est impossible d'agir sans rentrer dans le cadre d'une de ces procédures proposées par l'État. Qu'il s'agisse des ORT de l'action Cœur de Ville, dont vous avez vu tout à l'heure le préfet revendiquer l'importance, qu'il s'agisse des actions menées par l'ANA, comme opération programmée d'amélioration de l'habitat, 2 points de vue différents portés sur le quartier, mais qui vont chacun passer comme une espèce d'obligation pour aller plus avant. Il y a un autre système dans lequel il va falloir rentrer, c'est le système de la ZAC, puisqu'aujourd'hui on reparle de faire des actes de rénovation en tissu existant. Donc on va à chaque fois, pour essayer de se concilier la bienveillance de l'État, être obligé de rentrer dans ces procédures. On va pouvoir passer au deuxième slide qui vient de s'afficher. En fait, quand on se penche sur le problème de savoir qui exactement il faut consulter, on tombe sur la difficulté qu'on a rencontrée un certain nombre de fois, qui n'est pas seulement le « not in my backyard »
classique qui est tout ce que vous voulez, mais pas chez moi. Mais on trouve de plus en plus des systèmes de consultation de plus en plus compliqués. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir, et ça fait écho à la démarche de Dominique, essayer de tisser une relation de confiance avec les résidents du quartier, mais aussi les usagers du quartier. Je parle de ceux qui y travaillent. À la rigueur, les touristes, ceux qui y viennent et qui constituent une ressource importante dans la ville de demain ou dans la ville d'aujourd'hui. Et donc, il va falloir aussi prendre le fait qu'on construit la ville de demain ou le quartier de demain ou requalifier le quartier pour les futurs usagers, parmi lesquels des jeunes qui vont venir s'installer pour travailler ou des anciens qui vont venir s'installer pour être plus près. Il y avait une question tout à l'heure, je crois que nous y reviendrons. Ils veulent trouver là un havre de paix et de sérénité, donc il va falloir les prendre dans la future maîtrise d'usage. On a cité, Dominique l'a cité, que toute cette population de maîtrise d'usage, elle est assez méfiante vis-à-vis du système tel qu'il est en train de se créer et qu'il est quelquefois utile de créer un tiers de confiance qui va jouer un rôle d'intermédiation entre cette maîtrise d'usage. Troisièmement, enfin, comme on fait plus de volume que ce qu'on fait dans une seule opération, il va falloir trouver des solutions innovantes pour financer tout ça. Et parmi ces solutions innovantes, il y en a un certain nombre qui relèvent des partenariats publics-privés sur lesquels je n'insisterai pas, mais ils sont traités dans le livre. Et puis, il y en a quelques-unes qui sont plus classiques. Le mécénat qui remonte à Florence. Et puis, le crowdfunding qui, lui, est une approche plus récente. Juste un petit mot pour conclure. Faire tourner ce dialogue quadrangulaire, c'est pas facile, c'est énorme. Il faut de la conviction chez les habitants, et c'est ça la démarche qu'on a exposée juste avant. Il faut faciliter les procédures en s'efforçant de les regrouper, de les rendre plus faciles d'abord. Et il faut animer les financements publics et s'attaquer à des outils d'avenir. Merci beaucoup. Merci Olivier. On attaque maintenant notre quatrième sujet, quatrième axe de développement, le rôle du numérique dans cette aventure. Alors, il est assez fantastique, le rôle du numérique. On va conjuguer enfin transition environnementale et transition numérique. On va pouvoir simuler plein de choses. On va pouvoir simuler la performance d'ensoleillement, le bioclimatique, la performance environnementale. On va pouvoir simuler même la mutualisation de fonctions, la gestion de l'eau, le verdissement, l'îlot de fraîcheur, la biodiversité, etc. Dans la slide suivante, on va voir que cet outil, il aura comme premier objet, alors on l'appelait le KIM, hein, vous connaissez le BIM bâtiment, le SIM City, le KIM comme quartier intelligent modélisé. Eh bien, on va, en croisant les données BIM des bâtiments, sur le substrat qui est le sol et l'infra où il y a les réseaux, on va pouvoir croiser et travailler toutes ces données. Le premier point, ça va être pour accompagner la démarche que Dominique décrivait, pour ce diagnostic partagé. Grâce avec ces outils, avec ces outils et ces nouvelles technologies, notamment de réalité immersive, on va pouvoir embarquer les habitants facilement. Ils ne savent pas décrire ou décrypter des plans, des coupes, des façades. Là, on va les mettre en réalité virtuelle et ils pourront complètement partager le diagnostic in situ ou à distance. Voilà. Ensuite, après cette premier acte, le premier intérêt du KIM qui consiste à démocratiser la compréhension d'un projet, eh bien, on va pouvoir assurer la traçabilité. Assurer la traçabilité et s'installer, on va le voir après dans un chapitre suivant, dans une démarche qualité. On va pouvoir fluidifier tout le développement du projet dans toutes ses phases, programmation, conception, consultation, réalisation, exploitation, maintenance. On va enrichir progressivement la base de données jusqu'à constituer une big data jusqu'à la livraison du chantier. Et grâce à cette big data, on va pouvoir faire de la gestion prédictive, intelligente du quartier, de l'îlot, sur les décennies qui suivent. Voilà pour camper rapidement le décor. Vous trouverez dans le livre des développés beaucoup plus précis. Une précision quand même, c'est que cette démarche sur le KIM ayant été jugée parfaitement innovante, elle fait l'objet actuellement du montage avec INEF4 et Promodule dans le cadre d'un plan d'investissement d'avenir, PIA, d'un contrat de recherche de développement pour qu'on puisse aboutir à des outils fiabilisés, testés, partagés, qu'on pourra essaimer rapidement après sur le territoire dans toutes nos opérations. Je vais m'arrêter là pour cette partie et recéder à nouveau à Olivier Alperne pour qu'il nous commente le cinquième axe qui est optimiser les synergies.
Oui, ça a l'air bien compliqué comme pratique. Et Dieu merci, on est tous du métier de la construction. Donc on s'est dit qu'optimiser les synergies dans la construction était notre objectif. Donc c'est de ça que nous allons parler, c'est-à-dire comment répondre aux défis que constitue la requalification d'un quartier existant, alors que par définition, cette déconstruction, requalification va apporter des coûts supplémentaires initiaux considérables d'études et de démolition et de changement des choses. Donc il va falloir se demander comment arrive-t-on à transformer une opération bancable alors que dès le début, on dépense beaucoup d'argent à remettre les choses à zéro. Donc la question qui nous a été posée, dans laquelle François a joué un rôle, c'est de se dire, c'est dans l'arrêt du travail en silo et dans le travail en commun que nous allons conquérir les points de productivité qui vont nous permettre de compenser progressivement ces coûts de déconstruction. Bon, pour ça, on a mis en place une méthode, la méthode CQFD, qui parle de maîtriser les coûts, c'est le moins, d'assurer la qualité, parce qu'évidemment, je ne pense pas que les gens aimeraient avoir des villes en carton, d'une fiabilité garantie et des délais tenus. Délais tenus parce que c'est très important dans un système dans lequel on est un peu soumis au battement de la vie municipale. Ça veut dire qu'il faut essayer de montrer qu'on a bien lancé ce programme pour longtemps. Donc on a lancé un système où on a essayé de construire un système CQFD qui se déroule en 4 phases. La première phase, c'est de constituer et former l'équipe du projet pour déterminer les rôles et responsabilités. Il s'agit de rassembler l'ensemble des gens de toutes les professions en y choisissant les acteurs et leadership individuels, trouver les bonnes compétences locales notamment, et on va voir que le local a une importance. Et ça, c'est la phase 1. Derrière tout ça, on va essayer de définir les coûts objectifs sur lesquels va porter cet effort de rationalisation permettant de trouver des économies dans la construction, c'est-à-dire de définir les coûts généraux d'exécution, valoriser les leviers de productivité, c'est-à-dire de travailler ensemble, d'utiliser les mêmes entreprises, de commander les ressources et les fournitures ensemble. Derrière tout ça, il va falloir, c'est l'opération 3, vérifier qu'on délivre bien ce qu'on prétend, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place un système destiné à vérifier que chacun remplit ses engagements en matière d'économie de coûts et respect des délais. Tout ça à l'aide d'outils informatiques et de systèmes de commandes groupées. Et à la fin, on voudra la phase 4, mesurer les résultats et générer les objectifs de rentabilité. Mesurer les résultats veut dire on s'était engagé à faire tant de pourcents, est-ce qu'on les a bien fait? Et après, répartir les efforts entre les différents participants pour que chacun reçoive une juste rétribution de ses efforts. Bon, il faut dire encore 2 choses. D'abord, on ne peut pas imaginer de faire ça sans un aspect d'entreprise locale. Donc, il faut aider les entreprises locales à travailler dans ce mouvement. Et pour ça, on pense qu'il faut arranger le problème des groupements temporaires d'entreprises. Pelletier-Ovorca l'avait déjà dit. On a dit qu'il fallait mettre en place des locaux spécialisés pour qu'ils puissent travailler au plus près, alors qu'ils ne sont pas forcément comme petites entreprises capables de se déployer n'importe où. Donc, il s'agit de créer des coworking professionnel local, c'est ce qui est inscrit là. Et enfin, il faut que chacun puisse obéir à des règles communes de façon à ce qu'il y ait un label. Et Opéra-E estime vouloir, à l'intention de créer un label. Je voudrais dire une dernière phrase pour résumer. Il s'agit de, je ne parle pas au bon endroit, je crois, il s'agit de compenser les surcoûts de déconstruction par la coopération hors silo de tous les réalisateurs, en construisant un processus normé et labellisé, en facilitant l'accès des entreprises de proximité au travail en commun. Voilà, merci beaucoup. Merci Olivier. Et on l'a vu, parmi les cibles que nous voulons atteindre, il y a celle de l'économie circulaire. Et on va laisser la parole à son président, à François-Michel Lambert, qui est député des Bouches-du-Rhône, et le président de l'Institut national de l'économie circulaire. Bonjour, je ne peux pas être présent à ces 2e assises du club de l'amélioration de l'habitat. Et pourtant, j'aurais bien aimé partager avec vous sur les enjeux, notamment d'économie circulaire. En tant que président de l'Institut national de l'économie circulaire, député engagé sur ce sujet, il me semble qu'aujourd'hui, l'économie circulaire doit être un élément clé dans la stratégie de l'amélioration de l'habitat, ce que nous devons, parlementaire que je suis, à tous nos concitoyens. Mais déjà, regardons
ce qu'il en est. La société humaine évolue sans cesse. Nous avons connu une croissance exponentielle des échanges depuis plus de 50 ans. Elle est accélérée par l'avènement du numérique, par les performances logistiques, par aussi la croissance des classes sociales de par le monde, par ce qu'on peut appeler la mondialisation et ses échanges. Mais suite à la crise Covid-19 qui a frappé et qui continue à nous frapper pleinement, se pose la question de la résilience des territoires. Cette résilience à l'échelle des continents, des nations, des régions, et j'irais même de son propre espace. Et cette résilience, elle passe par une utilisation efficiente des ressources, ce que l'économie circulaire prône, c'est-à-dire utiliser au mieux les ressources, sortir d'une société de gaspillage. Le concept même de l'économie circulaire, et c'est dans la voie dans laquelle nous devons nous engager. Ce concept met au cœur des modèles économiques, notamment évidemment la collaboration, parce que l'utilisation efficiente, c'est d'être en capacité de la partager, c'est d'être en capacité même d'innover par du collaboratif. Elle s'exprime dans les bassins de vie, par exemple pour l'usage. Évidemment, l'usage se fait à l'échelle humaine. Elle s'exprime dans les zones d'activité économique par ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Les flux sortant des uns sont les flux entrants des autres. Les déchets des uns sont les ressources des autres. Et elle s'exprime aussi à la quartier, à la dimension du pâté de maison pour, par exemple, la récupération de chaleur. Nous sommes avec trois enjeux. La question de la résilience, la réponse par une économie circulaire dans l'efficience d'usage de la ressource, mais aussi par retrouver des mailles plus resserrées après une mondialisation endiablée. Eh bien, il faut qu'on réussisse à refaire fonctionner des territoires. Et là, nous disposons d'un outil formidable, c'est que la croissance des data, la croissance des données alliées au numérique nous permet d'améliorer l'information et de mieux partager pour être à l'échelle locale en termes de réponse pour de nouvelles innovations, qu'elles soient sociales, sociétales ou évidemment technologiques, pour des nouvelles relations entre les acteurs pour réussir à répondre à cet enjeu, un avenir beaucoup plus résilient, beaucoup mieux maillé à l'échelle des territoires, à l'échelle humaine, mais ne pas oublier que tout ceci s'inscrit dans une mondialisation. Tel est l'enjeu face auquel nous sommes. Merci. Merci, monsieur le député. Nul doute qu'à l'échelle de l'îlot, l'économie circulaire trouvera sa juste place et son juste développement. Dernier volet ou dernier axe de travail, valoriser les innovations. On va profiter de ces opérations au cœur d'îlot pour développer à la fois les innovations très contemporaines. On peut penser à la filière sèche, on peut penser à la surélévation, on peut penser aussi à la dédensification, mais aussi on peut penser au mur manteau qui est préfabriqué, qui arrive avec la fenêtre. On peut penser aussi aux gestes anciens qu'il faut valoriser. Donc ça sera la vitrine des savoir-faire et des innovations locales. Alors bien sûr, ça se fera avec tous les partenaires, les industriels, les artisans, tous ceux qui mettent en œuvre, et évidemment avec la collaboration étroite des concepteurs. En fait, le pari, il est d'arriver à conjuguer le patrimoine, enfin le respect du patrimoine et l'architecture contemporaine. Les architectes se régalent avec ça et les habitants seront ravis parce qu'ils auront la fierté d'habiter à nouveau leur îlot, qui aura un nouveau visage, qui sera souriant, qui sera réenchanté. Et en fait, ce qu'on pourra démontrer, c'est qu'on sait faire du neuf avec du vieux. Et mieux que ça, on s'est donné à ce vieux des qualités qu'il n'a jamais eues, jamais ambitionné d'avoir, parce qu'à l'époque où il était construit, ce n'étaient pas des sujets. Et on va voir qu'on peut implémenter dans ces îlots, y greffer toutes ces valeurs ajoutées qu'on a décrites plus haut. Et d'ailleurs, pour faire la transition, on va laisser la parole à Olivier Servant, directeur de Saint-Gobain Solutions France, qui va nous montrer qu'il a en catalogue pas mal de choses. Bonjour à toutes et à tous. Le groupe Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensées pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout, dans notre habitat et notre vie quotidienne, que ce soit dans les bâtiments, les transports, les infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ces solutions apportent le confort, la performance et la sécurité, tout en répondant aux défis de la construction durable et de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. Contribuer au développement durable, c'est avant tout participer à la réflexion globale sur le bâtiment de demain. Et en particulier, nous sommes ravis de contribuer activement aux réflexions et aux travaux menés par le Club de l'amélioration de l'habitat en ce sens.
Contribuer au développement durable, c'est aussi apporter des réponses innovantes aux enjeux énergétiques et environnementaux. C'est contribuer à l'inscription des bâtiments dans un urbanisme durable et c'est améliorer le confort de vie en réduisant à la fois notre impact environnemental, en garantissant une qualité de l'air intérieur exemplaire, en réduisant les nuisances sonores, en maximisant les apports de lumière naturelle, en veillant à l'esthétique des bâtiments, en facilitant l'accessibilité, la sécurité des biens et des personnes, ainsi que l'évolutivité des espaces. Pour cela, nous proposons des solutions complémentaires et innovantes pour habiter des bâtiments durables et confortables. Nous apportons des réponses concrètes à de nombreux défis de la construction durable, tout en nous engageant à un objectif de 0 émission d'équivalent CO2 à 2050 pour l'ensemble de nos activités. En tant que producteur et fournisseur de matériaux de construction, la gestion et la réduction de l'impact et l'utilisation des ressources tout au long du cycle de vie de nos produits et de nos services fait partie de notre responsabilité première. Nous portons en particulier nos efforts sur l'amélioration de la conception de nos produits et systèmes, la réduction et la récupération des déchets internes générés par nos procédés industriels, l'optimisation de la consommation des ressources, la réduction et la récupération de nos produits pendant la phase d'installation et à la fin de leur durée de vie, le développement et le déploiement de réseaux territoriaux géographiques d'économie durable et la transparence des données au service des acteurs du bâtiment. Fort de cette stratégie et de l'engagement de nos équipes, nous sommes ravis d'accompagner les travaux du Club de l'amélioration de l'habitat et en particulier ces actions relatives à la requalification architecturale, environnementale et urbaine des quartiers. Nous nous inscrivons aux côtés des porteurs de cette démarche méthodologique globale innovante sous l'égide de François et je remercie le CAH à la fois pour la hauteur de vue qu'il apporte, mais aussi pour les visions croisées qu'il nous permet de partager et lui souhaite à ce titre un franc succès. Merci. C'est maintenant le moment de clore cette table ronde. J'informe par contre tous les auditeurs que tout ça, aussi bien les interviews, sont présents dans le livre, donc vous allez le recevoir si vous êtes bien inscrit, et sinon vous tapez, je ne veux pas faire de publicité pour tous ces sites qui vendent à distance, mais voilà, chez vos libraires, sur les sites, vous trouverez les liens pour pouvoir acquérir ce livre. Alors, on a des questions, et une première question, c'est très simple, c'est comment passez-vous à l'action ? Comment pensez-vous associer les professionnels? Vous avez identifié 4 cibles, mais comment allez-vous généraliser votre démarche sur les territoires? Alors, nous sommes des grands garçons et pas des aventuriers. Donc, on a une première démarche qui s'ouvre dès maintenant, qui est celle qui va accompagner notre plan de recherche-développement à travers ce plan investissement d'avenir pour solidifier et consolider le KIM. Nous allons en même temps nous mettre en relation, et d'ailleurs on lance un appel à manifestation d'intérêt auprès des élus, auprès des professionnels qui sont ici, autour de ce webinaire, de façon à identifier des îlots cibles. Voilà. Même si tous les outils ne sont pas forcément opérationnel, on veut trouver des îlots réels pour virtualiser notre démarche, même si c'est un premier galop d'essai, ça nous permettra de tester et de mettre au point et de consolider nos différents outils. Alors, comment on va associer les professionnels? Eh bien, je rappelle qu'au Club de l'amélioration de l'habitat, toutes les fédérations professionnelles sont partie prenante. Eh bien, c'est avec ces fédérations professionnelles que va se déployer le dispositif sur le terrain. Pas n'importe comment. C'est pour ça qu'on vous a tout à l'heure évoqué la notion d'un label Operae. Un label Operae, c'est en fait un label de conduite de projet, sécurisé, aseptisé, mais ouvert, parce que les expériences sur le site, sur le territoire, vont nous permettre d'enrichir et de caler la méthode. Voilà. Donc, il y aura une labellisation, il y aura de la formation, il y aura des outils, il y aura des exemples, il y aura des démonstrateurs, et il y aura une capitalisation des différentes aventures qui vont se passer sur le terrain. Dominique, nous avons une deuxième question sur quelle articulation est-il possible d'imaginer entre la démarche développée sur le consommateur habitant et la rénovation à l'échelle de l'îlot, notamment en matière de passage à l'acte. De Faya Aliti. Sur le fond, la question, elle est du passage du geste individuel à celui du groupe qui sont les habitants de l'îlot. Donc, la question est intéressante dans la mesure où elle montre que
dans notre méthodologie la création d'assemblées d'habitants, la création d'ateliers dans la phase de diagnostic va permettre de confronter les désirs de chacun dans l'îlot pour déjà les confronter à la réalité de l'îlot et puis peut-être aussi identifier des communautés d'envie ou d'intérêt dans l'îlot. Donc c'est par le groupe qu'on va entourer chaque habitant de l'îlot, chaque ménage, chaque foyer, chaque acteur, de façon à ce qu'il se lance peut-être. De toute façon, on ne peut pas anticiper sa décision dans le cadre du groupe. Mais on rappelle que l'action de l'élu sera déterminante pour accompagner, impulser, d'où notre idée de concours à motivation d'îlot, parce que ça ne servira à rien de commencer à travailler sur un îlot dont on découvrira dans 6 mois ou dans 1 an qu'il y a 50% de gens qui ne veulent pas bouger. On ira là où c'est facile, on ira là où les gens ont envie de bouger, là où les gens ont envie de réenchanter leur îlot. Donc quitte à multiplier nos recherches de sites, parce que voilà, on fera pas, on dit certains dictons, disent on ne fait pas boire l'âne qui n'a pas soif, il faut qu'on aille sur des terrains propices. Le plus important, c'est la dynamique que l'on peut créer sur cet îlot. Nous avons une autre question de Michel Guémy, je la lis, puis Jean-Pascal va y répondre. Une ville bienveillante pour les personnes âgées. Comment cette nécessité s'impose alors que les bancs publics ont été systématiquement enlevés ces dernières années dans de nombreux centres de métropole? Faut-il pour autant légiférer? Effectivement, là, ça renvoie directement sur ce que Luc aussi disait tout à l'heure. Oui, il est important aujourd'hui d'avoir une démarche à caractère autour de loi, qui est cette loi sur laquelle effectivement on va légiférer, Génération solidaire, parce que oui, aussi bien l'adaptation du logement que l'évolution des quartiers nécessite qu'il y ait finalement une réglementation, un formatage. Oui, je crois que... Merci. Pardon, un incident technique de micro. On m'a signalé que ton micro ne fonctionnait plus. Oui, je disais, aussi bien l'évolution de l'habitat, l'adaptation, que celle du quartier nécessite qu'il y ait une forme de réglementation. Alors, s'il y a eu des erreurs ou des dispositifs ou des dispositions qui n'auraient pas dû être prises par le passé, eh bien, il ne faut certainement pas en rester là à imaginer que la réharmonisation des quartiers, ce que nous appelons réenchanter, puisse effectivement devenir force de loi, ou tout au moins de recommandations suffisamment fortes pour pouvoir entraîner ces travaux. Oui, donc la réponse est oui, il faut probablement légiférer. Oui, enfin, on va aussi d'abord s'en mettre au bon sens. Alors maintenant, tu m'embêtes parce que je vais attraper les salles de prix avec le micro que je t'ai prêté, que tu me redonnes. Bon, enfin bref. Je crois que nous avons non plus une question, mais une remarque de Dominique Lefebvre à propos de démarches que l'on connaît, effectivement, puisqu'elles ont été menées avec le Club de l'animation de l'habitat. Tu veux en dire un mot? Oui, Dominique Lefebvre qui travaille avec nous, il nous dit « Les enjeux développés par messieurs Michel Blaiseau et Lema ont fait l'objet de processus et livrables produits. » Il faudrait peut-être descendre, parce que là, je ne vois plus le texte. Là. On va remonter alors à ce moment-là. Donc, je n'arrive plus à lire. Là. Voilà. On fait l'objet de... Hop, ça va un peu vite. Oh là là. Non, encore. Voilà, c'est bon. De processus et livrables produits depuis 2016 pour 100 contributions privées et publiques, dont le club, des initiatives Rénocop et de Hub européen, rénovation urbaine et rurale, cadre de vie du XXIe siècle. 12 chantiers tests en maisons individuelles ont apporté des enseignements. Oui, il s'agit là d'opérations de type démonstrateur qui comportent un caractère effectivement novateur, innovant, dans le cadre duquel le club a suivi ces initiatives. Rénocop est d'ailleurs une structure associative qui est proche du club et même membre du club. Oui, donc, oui, Dominique Lefebvre, merci d'avoir rappelé cet élément d'action que nous suivons. Je pense que nous arrivons au terme. Ah non, il y en a une autre. Pourquoi choisir comme périmètre l'îlot et pas la rue? L'architecture et l'urbanisme, c'est une composition de vide et de plein. Je rappelle que la loi de 77 déclare que l'architecture et le cadre de vie sont d'intérêt public. Donc la rue
c'est un paysage tout à fait public, mais derrière cette façade se cachent des habitants qui sont bien ou qui ne sont pas bien dans leur habitat. Et donc, pourquoi prendre le périmètre de l'îlot? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'échelle de la parcelle est inopérant dès qu'on a un peu d'ambition embarquée. Donc l'échelle de l'îlot est la bonne, mais en même temps, on pourrait dire pourquoi pas le quartier? Parce que, soyons modestes, soyons réalistes, on ne va pas mettre en chantier tout un quartier. C'est pour ça que l'îlot nous semble... L'îlot, c'est quoi? C'est un ensemble défini délimité par des voiries, donc par des rues. Voilà, donc on fait un îlot, puis après, il sera bien de faire l'îlot d'à côté, puis l'îlot d'en face. Et puis après, si les habitants et si la mairie a la volonté, tant que la prime rénov' existe, j'allais dire, profitez-en, parce que ça ne va pas être éternel. Donc les premiers qui lèveront le doigt seront les premiers servis. Il y a une question aussi de course à la motivation. Voilà, l'échelle de l'îlot nous semble bien pour requalifier, redonner du plaisir d'habiter à la fois son chez-soi, mais également tout cet espace qui est interne à l'îlot que les gens ne perçoivent pas. C'est ce qui est derrière les façades, derrière les rues. Voilà, donc là, il y a un très très beau potentiel pour réenchanter nos vies. Merci. C'est une question de Franck Chantier, délégué général de l'association Flamme. Alors, merci à vous. Nous sommes un peu pris par le temps. Nous allons maintenant passer à un enregistrement qui va nous permettre de faire un peu une transition, celui de Madame Maryse Poulneau, directrice de projet Innovation Sociale Retraite chez Malakoff Humanis. Malakoff Humanis, c'est un organisme membre du Club de l'amélioration de l'habitat qui nous apporte beaucoup de contributions, beaucoup d'aides, beaucoup de réflexions et avec lesquelles nous collaborons beaucoup. Donc Maryse nous a fait la gentillesse de nous dire quelques mots sur la vision que Malakoff Humanis a finalement de cet accompagnement des habitants pour ce qui concerne l'adaptation et l'évolution de leur habitat et également au sens des quartiers. Donc nous passons la parole à Maryse Poulneau et je vous remercie, messieurs, de votre implication et du respect du timing. Messieurs, merci. Je remercie chaleureusement le Club de l'amélioration de l'habitat pour ces tables rondes qui proposent une stratégie globale pour l'ensemble des générations. Malakoff Humanis, que je représente, est un acteur majeur de la gestion de la retraite complémentaire Agir Carco. Un de ses engagements prioritaires est d'agir pour le bien vieillir, de protéger durablement ses assurés. Quelques éléments de contexte. La société française connaît une évolution démographique inédite. La décennie des 2020-2030 est celle de l'explosion des 75 à 84 ans. Ils passeront de 4 à 6 millions d'ici 2030, soit plus de 49% en moins de 10 ans. Cette formidable évolution de la société de seniors qui arrive en masse, c'est celle de la génération des baby-boomers qui devient une génération toute retraite avec une modernisation de la société vers le développement durable, vers de nouvelles formes d'habiter et de solidarité pour bien vieillir chez soi. Notre engagement pour l'adaptation de la société au vieillissement ne date pas d'hier. Il est au cœur de nos métiers d'orientation, de conseils et services auprès de nos publics en fonction de leurs aspirations et besoins. Notre ambition est double. Prévenir et accompagner tout au long du parcours de vie le projet des seniors. Comment? Par une offre globale, accessible, qui associe le bien-être, bien vivre chez soi. Pour ce faire, nous touchons et communiquons auprès de 10 millions d'actifs et de retraités. Selon une étude de l'adresse 2019-2020, et 1 salarié sur 4 en 2030 sera aidant. Les aidants sont des acteurs majeurs du repérage des fragilités et ils seront forts de l'expérience acquise auprès de leurs parents, seront plus désireux de bien vivre chez eux. Nos dispositifs visent à évaluer l'habitat par la réalisation de diagnostics et notamment le diagnostic du bien chez moi de l'Agir Carco, diminuer le reste à charge par le financement complémentaire des dispositifs légaux, financement de l'adaptation de l'habitat, du logement, conduire des projets expérimentaux avec des partenaires du secteur des assistants à maîtrise d'ouvrage, des ergothérapeutes, des entreprises, et proposer des services adaptés à la situation de la personne, par exemple l'aide au déménagement vers un établissement de type EHPAD. Ainsi, en conclusion, notre rôle de prévention a toute sa place aux côtés du CAH. Ensemble, nous contribuerons aux côtés de nos partenaires l'intensification significative du nombre d'adaptations de logements à l'horizon 2030.
Eh bien, merci Maryse de ces quelques mots, et on comprend à quel point Malakoff Humanis peut être proche des orientations, des axes d'action du Club de l'amélioration de l'habitat. Il y a une vraie convergence de pensée et un vrai partage en tout cas. Merci encore une fois Maryse de ces quelques mots. Nous arrivons à la conclusion de ces deuxièmes assises du Club de l'amélioration de l'habitat. Nous avons passé en revue l'ensemble de nos sujets, aussi bien l'observateur consommateur habitant que les opérations de requalification architecturale, environnementale. Nous sommes au terme de cet événement que nous avons construit pour vous, pour restituer nos travaux, et encore une fois que vous trouverez dans ce magnifique livre des éditions PC. Alors, pour conclure, et avant que notre président nous dise quelques mots, pour conclure, nous avons souhaité qu'un grand témoin on va dire du bâtiment et de la construction s'exprime. Il s'agit de Benoît Bazin, qui est le directeur général du groupe Saint-Gobain, le récent directeur général du groupe Saint-Gobain qui vient d'être nommé, et qui va nous exprimer à quel point, et nous l'avons rencontré pour cela, à quel point les actions que nous menons au Club de l'amélioration de l'habitat et les visions et les actions menées par un grand industriel vont dans le même sens. Donc, sans attendre plus, nous donnons la parole à Monsieur Benoît Bazin, directeur général du groupe Saint-Gobain. Bonjour, je suis Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain, également président du comité stratégique de filière Industrie pour la construction, et aussi administrateur de Vinci et de la Cité de l'Architecture, donc bien engagé sur le monde de la construction. Le Club de l'amélioration de l'habitat, dont nous suivons régulièrement les travaux chez Saint-Gobain, m'a demandé d'apporter en quelques mots une conclusion à ces deuxièmes assises intitulées « Réenchantons nos espaces de vie ». Je suis très heureux de voir que les thématiques abordées ont de nombreuses convergences avec nos propres réflexions et actions, que je peux résumer en 4 points. Le premier point, c'est que la rénovation du parc résidentiel, c'est un enjeu national extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est le bien-être de nos concitoyens et donc l'équilibre politique de nos sociétés. C'est aussi la compétitivité de notre économie. On ne peut pas demander à nos jeunes d'être innovants avec une mauvaise qualité de vie et donc d'éducation. On ne peut pas leur demander d'être à l'avant-garde de la compétition internationale du XXIe siècle en vivant dans un habitat ou des quartiers délabrés. Et puis c'est aussi important parce que la rénovation du parc résidentiel, c'est crucial pour permettre à notre pays d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mon deuxième message porte sur la nécessité de conjuguer pour la rénovation résidentielle 2 angles d'approche. L'angle du propriétaire occupant, bien sûr, et il y en a 18 millions en France, et l'angle des territoires, des quartiers, dans lesquels ils vivent pour massifier la rénovation. Troisième message, c'est que le bâtiment, en construction neuve comme en rénovation, rassemble par nature un grand nombre d'acteurs et de compétences. Et dans cette perspective, seule l'alliance et la complémentarité des savoir-faire sur toute la chaîne de valeur, avec le même objectif, peut garantir la réussite d'un projet. Chacun a sa place et la bonne collaboration est cruciale. Les industriels, maîtres d'œuvre, architectes et bureaux d'études, les entreprises, les artisans bien sûr, dont le rôle est majeur, ainsi que l'ensemble des acteurs institutionnels. Nos modes de gouvernance doivent se moderniser, quitter les fonctionnements en silo d'autrefois et aller, projet par projet, vers une démarche transversale, collaborative, rapide et fluide. Mon 4e message enfin, c'est que l'évolution de nos sociétés modernes passe inévitablement par un renouveau de l'environnement urbain et de la façon de vivre dans les villes, en termes de mobilité ou d'habitat. En ce sens, je note avec intérêt qu'il y a nombre de points de concordance entre la démarche Opéra-E, menée par le Club de l'amélioration de l'habitat, et l'ouvrage de réflexion Le défi urbain, publié il y a quelques semaines par Pierre-André Tchandar, dirigeant de Saint-Gobain, auquel j'ai l'honneur de succéder. Voilà en ces 4 points autant de bonnes raisons de souligner l'excellence des travaux produits par le Club d'amélioration de l'habitat et présentés au cours de ces assises. Allons de l'avant dans cette voie. Je suis résolument optimiste. Le bâtiment, nos beaux métiers sont essentiels à notre pays. Notre activité aujourd'hui est forte et nous pouvons apporter beaucoup de bien-être, de confort tous azimuts à nos concitoyens. Un point de vigilance toutefois, le monde évolue vite, les attentes des parties prenantes sont élevées et il nous faut aller vite. Il y a urgence sociale, politique, économique, climatique. Donc allons-y, bravo et merci à tous. Eh bien, merci à Benoît pour cette
très bonnes conclusions. Et à mon tour de remercier toutes les équipes qui ont participé à ces assises. Donc tous ceux qui ont fait des vidéos, tous ceux qui ont participé au groupe de travail que vous avez vu cet après-midi, et puis à toute l'équipe également technique du Hub Institute qui nous a reçus aujourd'hui dans ces studios, et puis sans oublier toi Jean-Pascal, et puis Caroline Rothman pour tout le travail fourni depuis de nombreuses semaines sur ce sujet. Je vous rappelle, comme vous avez dit tout à l'heure Jean-Pascal, ce livre, où vous avez tout le résumé de la réunion et un petit peu plus. Et vous annoncez une bonne nouvelle en croisant les doigts, en espérant que l'année prochaine, le monde sera venu à bout de ce drôle de virus qui nous accapare et qu'on pourra faire fêter nos 30 ans du club l'année prochaine dans des assises en présentiel pour se voir, pour boire un coup ensemble. Donc j'espère que ce sera comme ça l'année prochaine, probablement première quinzaine de juin, et c'est tout ce qu'on peut se souhaiter comme bonne nouvelle. Et puis, en attendant, vous pouvez faire confiance au Club de l'Amélioration de l'Habitat pour continuer ses travaux avec beaucoup d'ardeur au service du plan de relance, du plan climat et de toutes les belles choses que vous avez écoutées cet après-midi. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Et puis, je ne vous dis pas bon retour parce que vous êtes chez vous sûrement, mais en tout cas, à très bientôt. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui bientôt vont partir en congé bien mérité. Merci à tous.